Ok, donc nous voilà partis. On va voir aujourd'hui, alors, pas mal de choses rentrées, pas mal de choses à voir ensemble. On va terminer notre chapitre sur les associés. On va voir les derniers droits qui nous manquent des associés. Entre-temps, l'actualité nous rattrape. Vous avez vu, la presse est intégralement, du moins les unes de la presse sont intégralement consacrées à ce qu'on peut appeler l'affaire Carlos Ghosn. Alors c'est intéressant du point de vue du droit des sociétés, ça arrive légèrement trop tôt puisque le chapitre sur les dirigeants n'est que la semaine prochaine, mais voilà, c'est intéressant d'évoquer cela, c'est la vie des affaires et voilà, ça va nous permettre de voir quelques points et puis d'essayer, c'est pas de manière égoïste, ah chouette, un scandale, on est content parce que ça nourrit le cours, mais c'est parce que ça permet aussi de faire votre éducation de juriste, de comprendre aussi, et pourquoi pas de réagir à l'actualité, de comprendre que certaines choses qui sont dites sont peut-être fausses ou peut-être devraient-elles être plus nuancées. Donc voilà, on va en parler un peu, on peut ouvrir avec ça parce que c'est vraiment un thème d'actualité et ça vous montre aussi comment aller chercher dans la presse de l'information. Vous avez les échos qui sont à votre disposition ici à l'université. Je prends un point parce qu'on en parlera dès la semaine prochaine, mais un point sur la question de la cessation, c'est déjà le cours, hein, donc ne discutez pas entre vous de « et toi, tu fais quoi après ?» ça fait partie du cours. Un point, c'est la question de la révocation du président directeur général. La société Renault, c'est une société qui est une société anonyme, et cette société, elle a choisi, on verra que c'est une possibilité qui est offerte aux sociétés anonymes, soit de réunir en une seule et même personne la présidence du conseil et la direction générale. Elle aurait pu dissocier présidence et direction générale. C'est ce qu'ont fait, mais avec d'autres droits applicables, c'est ce qu'ont fait les sociétés Nissan et Mitsubishi qui ont décidé, on comprend, d'avoir un président du conseil, un président non exécutif qui est M. Carlos Ghosn, et d'avoir une autre personne qui est directeur général. La différence entre les deux fonctions, elle est claire. Vous avez le conseil d'administration et il y a un administrateur qui le préside, qui le convoque, qui organise les débats, qui a quelques autres prérogatives, mais ça n'est pas lui celui qui prend les décisions exécutives. Celui qui fait la direction exécutive, la direction générale, c'est le directeur général. Et être président du conseil, ce n'est pas automatiquement être directeur général, sauf si une société, et on comprend que c'est le cas de Renault, a décidé que c'était la même personne qui était en même temps président et directeur général. On en a déjà parlé, les sociétés françaises font souvent cela, et on avait dit que les activistes, les actionnaires activistes, les fonds d'investissement, fonds de pension, etc., souvent critiquent les sociétés françaises pour avoir fait ce choix, parce que ça veut dire que celui qui est en même temps président du conseil d'administration, eh bien, s'il est en même temps directeur général, il préside, il dirige l'organe qui est chargé de surveiller sa gestion et en même temps de le révoquer. Dans les échos, vous aviez des passages, et allez regarder le numéro d'aujourd'hui, vous avez des passages qui sont vraiment intéressants, notamment sur ce qu'on reproche vraiment à M. Ghosn. Enfin, tout est encore écrit de manière bien sûr conditionnelle, et on vous dit notamment que, et ça c'est intéressant parce que ça rejoint quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, on vous dit que M. Hiroto Saikawa, donc qu'on présente comme le PDG de Nissan, alors première interrogation, est-ce qu'il est PDG de Nissan alors que M. Ghosn est encore président non exécutif de Nissan? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'il est
donc M. Saikawa a indiqué que le conseil d'administration de Nissan se réunirait dès ce jeudi pour démettre Carlos Ghosn de l'ensemble de ses fonctions. Quel est notre réflexe de juriste quand on lit ça? On nous annonce que le conseil d'administration va se réunir pour voter la révocation du président du conseil d'administration. Vous en pensez quoi? Oui? On aurait dû prévenir d'abord les actionnaires, mais alors déjà, première chose, ce n'est pas l'ensemble de ces fonctions, parce que quand vous dites on devrait prévenir les actionnaires choisissent les administrateurs. Donc peut-être qu'on va lui demander de démissionner de son mandat d'administrateur, mais ce n'est pas le conseil d'administration qui va lui retirer son mandat d'administrateur, vraisemblablement. Mais qu'est-ce qui est gênant? Ce n'était pas sur le droit des organes de la société, c'était quelque chose qui est gênant dans cette affirmation. Le Conseil va se réunir pour mettre fin aux fonctions de M. Ghosn. Oui? D'accord, monsieur? Voilà. Vous et mademoiselle dites effectivement la même chose, mais je voulais avoir aussi votre sentiment. C'est effectivement le fait que c'est un peu étonnant d'annoncer déjà par avance la décision du Conseil. Le Conseil va se réunir, alors c'est peut-être, ça a peut-être été tourné comme ça dans l'article et c'est pas la réalité, mais le Conseil n'est pas convoqué pour prendre une décision qui est préécrite. Voilà, comme le disent certains d'entre vous, rien n'est assuré. Effectivement, le Conseil est souverain, le Conseil pourra décider de prendre autre chose. Mais à l'ordre du jour, il y a l'examen de la révocation et peut-être d'autres choses, en tous les cas, du ou des mandats de M. Ghosn. Donc voilà, je trouve que c'est bien de calmer un peu le jeu, parce que sinon, effectivement, on a l'impression que tout est déjà écrit. Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est une société qui fonctionne avec ses organes, et voilà, c'est pas parce qu'on parle de toutes ces choses. Alors, quelqu'un me demande, mais c'est toujours un peu compliqué de faire afficher les messages. Voilà, la distinction entre une société et une alliance, c'est vrai qu'on parle de ça aussi beaucoup. Une alliance, ce n'est pas une forme de société, même si on pourrait imaginer une qualification en société en participation, mais l'idée, vous l'avez lu, c'est que vous avez une organisation, on va dire, conjointe qui est faite avec des prises de participation des sociétés, de certaines des sociétés dans les autres, entre Renault, Nissan et Mitsubishi. Et ça passe aussi par des personnes qu'on retrouve, c'est M. Ghosn qu'on va retrouver à plusieurs endroits. Il est PDG de Renault et en même temps il est président non exécutif des deux autres sociétés. Voilà, bon, effectivement, du coup, s'il est touché par une affaire comme celle-là, la question se pose de savoir s'il doit partir ou pas. Bon, mais après, voilà, il y a l'emballement médiatique et pour le moment, tout ce qu'on vous dit dans la presse, c'est que voilà, il y a une enquête et tout est au conditionnel. Donc c'est à la société, c'est aux sociétés de voir ce qu'elles veulent faire. Et bon, voilà. Je ne vais pas beaucoup plus loin pour le moment là-dessus. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine, quand on rentrera vraiment dans le cœur du chapitre suivant sur les dirigeants. Nous, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui parce qu'on parle des deux derniers droits de l'associé. On a vu le droit d'information, on a vu le droit de participer aux décisions collectives, on a vu le droit aux bénéfices, et deux derniers droits qui sont le droit de céder et de ne pas céder ses droits sociaux, c'est-à-dire ses parts ou ses actions. Si je suis associé, je peux, parce que j'en suis propriétaire, je peux disposer de mes parts ou de mes actions, mais j'ai aussi un droit à les conserver, à ne pas en disposer, puisque je suis libre d'en disposer. Je peux aussi choisir de ne pas en disposer et donc de les garder. Donc c'est les deux derniers droits de l'associé que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, c'est un grand D dans mon plan, le droit de céder ses parts ou ses actions. Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Il faut savoir que
c'est une sorte de branche du droit dans la branche du droit, c'est-à-dire que c'est une partie du droit des sociétés, mais c'est une partie qui est beaucoup en prise avec d'autres branches du droit que vous étudiez ou que vous avez étudiées. C'est lié à quoi? C'est lié au droit des contrats et c'est lié au droit des contrats spéciaux. Est-ce que vous avez dans le Code civil ou dans le Code de commerce un chapitre consacré à la cession des parts ou des actions d'une société? La réponse est non. Vous avez des textes sur les sociétés qui vous disent que quand vous êtes associé, vous recevez des parts ou des actions. Et ensuite, vous avez l'application à la vente de ces parts ou de ces actions de textes. Mais de textes qui ne sont pas des textes spéciaux. Alors vous avez, oui c'est vrai, quelques textes spéciaux sur certains aspects. Je en donne un exemple, les clauses d'agrément ou les procédures légales d'agrément, on va en parler dans un instant. Si vous êtes actionnaire, imaginons toujours notre société licence 3, vous êtes actionnaire de licence 3, est-ce que vous pouvez vendre vos actions à quelqu'un d'autre qui n'est pas encore actionnaire aujourd'hui? S'il n'y a pas dans la loi ou dans les statuts de restriction, la réponse est oui, parce que vous êtes libre de disposer de vos actions, mais la loi ou les statuts peuvent prévoir des restrictions, notamment une clause d'agrément qui impose de demander l'agrément, l'autorisation d'un organe de la société licence 3. On va en parler dans très peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ce droit de céder ses titres? On va distinguer deux phases. On va distinguer la phase qui précède la cession et on verra ensuite la cession elle-même. Comme c'est une vente qui porte sur un bien incorporel, que sont les parts ou les actions, on parle de cession et non pas de vente, mais c'est le droit de la vente qui s'applique et c'est une opération de vente. Cession, on peut l'utiliser aussi comme synonyme de vente, mais dès que vous parlez dans des textes ou dans des actes juridiques de vente d'un bien incorporel, c'est le terme de cession qui arrive, vous le voyez, pour la cession de fonds de commerce, par exemple. Bon. C'est vrai que la cession de fonds de commerce, ça couvre un ensemble de biens dont certains sont des biens corporels. Donc, on est sur la phase avant la cession. Qu'est-ce qu'il faut voir ici? Plusieurs points. La question tout d'abord des accords préalables. Très souvent, comme on parle ici d'opérations qui sont souvent des opérations importantes, il y a des discussions préalables. Ça recoupe ce qu'on avait vu sur la constitution de la société. C'est le même type d'opération entre constituer une société et changer d'associé. C'est des opérations qui touchent le même domaine et du coup vous avez les mêmes pratiques qu'on retrouve. Mais bien sûr, si vous vendez des parts ou des actions d'une très grosse société, vous allez avoir forcément des accords qui vont être des accords plus importants. Vous allez avoir beaucoup plus de temps passé à discuter à faire des négociations précontractuelles. Si, par exemple, une grande société vend à une autre grande société sa filiale qui exploite telle activité, vous avez vu il n'y a pas longtemps dans la presse, on vous dit que la SNCF vend sa filiale Ouibus à la société Blablacar, eh bien vous comprenez que ça va forcément porter sur, c'est pas une toute petite activité, qu'est-ce qu'on va céder? Je n'ai pas regardé le détail de l'opération, mais ça veut dire qu'on va transférer une série d'autocars, une série de contrats de travail, on va transférer, j'imagine, des installations particulières, des endroits où garer les bus, ou des contrats pour disposer d'emplacements où garer les bus, des contrats d'entretien. Donc on va transférer toute une série de choses, mais en réalité, on ne va pas les transférer morceau par morceau. Ce qu'on va céder, c'est quoi? C'est les actions qui composent le capital de la société Ouibus
Je n'ai pas regardé quelle forme elle a, mais j'imagine que c'est une société par action simplifiée. Statistiquement, c'est le plus probable. Donc on va transférer le capital de cette société et du coup, on va remettre à Blablacar le droit d'être actionnaire majoritaire ou actionnaire unique de cette société et donc de prendre les décisions. Et en réalité, est-ce qu'on a vendu les bus, les autocars? Non, on ne les a pas vendus. Ils étaient, juridiquement, on ne les a pas vendus. Ils étaient de propriété de la société Ouibus. Après l'opération, ils sont toujours de propriété de la société Ouibus. Simplement, la société a changé d'actionnaire. Donc, on peut imaginer que ce type d'opération, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. On a toute une phase, par exemple, où les avocats de Blablacar vont aller auditer, c'est le terme qu'on utilise, vont aller en réalité examiner, inspecter, mais dans la pratique on appelle ça un audit, vont aller examiner la société pour comprendre quelle est l'étendue de son patrimoine et pouvoir proposer une valorisation. Donc on va regarder combien valent les actions de la société Ouibus. Eh bien, ça va dépendre, il n'y a pas de prix imposé, ça va dépendre de ce que les parties sont prêtes, l'une à accepter comme prix de vente, l'autre à accepter comme prix d'achat. Ça va être déterminé librement par les parties. Et pour déterminer librement ce prix, on va effectivement passer par cette phase d'audit préalable. Et pendant cette phase, donc, le vendeur, c'est-à-dire l'actionnaire ou la société qui est vendue, le vendeur, c'est l'actionnaire de la société vendue, mais dans la pratique, c'est la société Ouibus qui va devoir ouvrir ses comptes, qui va devoir donner accès à ses locaux. C'est elle dont le personnel va être interrogé éventuellement par l'acquéreur pour que l'acquéreur comprenne comment fonctionne cette société et pour qu'il détecte éventuellement des risques, des possibilités. Par exemple, je ne sais pas, on va peut-être dire aux avocats de Blablacar, on va peut-être leur dire il y a eu un contentieux l'an passé avec des salariés qui sont partis, mais le contentieux n'est pas terminé. Bon, ben voilà, c'est le genre de risque, j'ai aucune idée de si c'est le cas, mais voilà, c'est, vous pouvez comprendre, c'est le genre de risque sur lesquels l'acheteur veut être informé, parce que l'acheteur, quand il va avoir acheté la société, il va rester seul maître à bord, et le risque pour l'acheteur, c'est qu'on découvre après l'acquisition, alors qu'il a acheté la société à un certain prix, qu'il y a des problèmes qu'il n'avait pas vus et qui ont leur origine antérieurement à l'acquisition. Et donc ça, on va voir que on met dans l'acte de cession, ou à côté de l'acte de cession, des garanties particulières, mais avant de mettre ces garanties, il faut comprendre ce que l'on achète, et comprendre ce que l'on achète, c'est l'objet de cette phase préalable, de cette phase donc d'audit. Les textes n'imposent pas ça. Pourquoi? Parce que les textes qu'on applique, c'est les textes du Code civil, qui sont de 1804, certes refaits en 2016 et 2018, mais les textes de 1804 continuent à voir le contrat comme quelque chose que les parties font simplement comme ça en se rencontrant. C'est les mêmes textes qui finalement régissent l'achat d'une baguette de pain. C'est les mêmes textes sur le contrat de vente qui régissent l'achat d'une baguette de pain et qui régissent la vente par une société cotée en bourse à une autre grande société de sa filiale pour plusieurs milliards d'euros. Donc c'est peut-être étonnant, mais comme c'est les mêmes textes qui s'appliquent sur les obligations du vendeur et les obligations de l'acheteur, les parties vont ajouter toute une série de clauses particulières pour mieux encadrer l'opération. Mais au départ, donc, on applique le droit de la vente, droit général des contrats et droit spécial du contrat de vente. Et cela implique donc dans la phase préalable qu'on est, comme dans les autres contrats, on a une phase
de négociation préalable, mais j'insiste sur le fait que comme c'est souvent des gros contrats, cette phase de négociation préalable, elle peut être importante. On va retrouver ce que vous avez vu en droit des contrats, je ne reviens pas là-dessus, sur la rupture des pourparlers. Vous vous rappelez de l'arrêt Manoukian de 2003 que vous avez dû voir en droit des contrats, ça portait sur une rupture de pourparlers qui précisément était l'achat, enfin l'opération qui n'a pas été faite, c'était la vente par des personnes actionnaires d'une société de leurs actions à la société Manoukian. Et les pourparlers vont durer longtemps et au bout d'un moment, la société Manoukian se rend compte que les personnes ont vendu leurs actions à une autre société qui porte un nom prédestiné puisqu'elle s'appelle Les Complices. Et donc, ils ont vendu leurs actions à la société Les Complices et ils vont du coup demander des dommages et intérêts pour rupture des pourparlers. Et dans cet arrêt, dans cette affaire, ils obtiennent à l'époque 400 000 francs de dommages et intérêts. Ils veulent plus, mais on ne leur donne pas plus parce qu'on leur dit que le préjudice réparable, ce n'est pas le bénéfice attendu du contrat qui n'a pas été conclu. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez déjà et qu'on va retrouver, mais qu'on va retrouver parfois avec plus d'acuité parce que, encore une fois, on parle ici de très grosses opérations. Je voulais acheter ma baguette de pain et puis j'ai demandé combien de farine ils mettaient et puis le temps que je me retourne, ils avaient vendu la dernière baguette qu'il y avait à quelqu'un d'autre. Ah, c'est de la rupture de pourparlers, j'avais une clause d'exclusivité. Bon, on se dit que c'est pas hyper crédible, je veux mes 30 centimes d'euros de dommages-intérêts et tout de suite, sinon je viens plus. Bref. On comprend que ça n'a pas beaucoup d'avenir, mais par contre, quand c'est des opérations sur lesquelles, pendant des mois et des mois, des salariés travaillent, des avocats, des experts de toutes sortes auditent la société et qu'on découvre qu'elle a été vendue à quelqu'un d'autre, eh bien là, il y a un vrai préjudice, y compris d'image quand on a annoncé dans la presse qu'on était sur le point de faire une importante acquisition et qu'on découvre que c'est quelqu'un d'autre qui est parti avec la société. Bon, donc vous comprenez que c'est le droit commun qui s'applique, mais le droit commun, donc c'est article 1112, je ne sais jamais si c'est 1112 ou 1112-1, le nouveau texte du Code civil sur la rupture des pourparlers, ça doit être peu importe, l'un des deux. En tous les cas, voilà, vous pouvez me faire passer la réponse ici. En tous les cas, donc, ce texte qui consacre la jurisprudence Manoukian va s'appliquer à plein pour nos opérations. Qu'est-ce qu'on trouve aussi dans cette phase préalable ? On trouve, j'en ai parlé il y a quelques séances, des accords de confidentialité. Quand vous faites venir peut-être celui qui va acquérir la société et qui demande à voir tous les contrats importants de la société pour comprendre quel prix il va proposer, c'est important de lui faire signer ce fameux accord de confidentialité dont on parlait, qui porte souvent en pratique ce nom surtout dans les cabinets d'avocats parisiens, on parle de NDA, donc Non-Disclosure Agreement, accord de non-révélation, donc accord de confidentialité. C'est là-dessus que portait, je vous ai signalé il n'y a pas longtemps, je crois, cette étude qui a été faite de mettre en opposition une vingtaine d'avocats et un algorithme d'analyse de contrat qui devait rechercher des clauses dans des accords de confidentialité. Bon, je vous en avais parlé, je crois, article sorti cette semaine à la Semaine juridique, édition générale, sur le sujet. Regardez, parce que ça fait partie toujours sur la legal tech de ces sujets qu'il est intéressant d'avoir un peu suivi. Donc, rupture des pourparlers, d'accord, dans les accords préalables, c'est un premier point. On a d'autres accords préalables parce que quand on parle de la cession de parts ou d'actions, si on parle d'un certain nombre de parts ou d'actions, on parle de la cession du contrôle de la société. Et détenir le contrôle, ça, si on a 100%, c'est sûr qu'on a le contrôle, mais
on n'a pas forcément besoin d'avoir 100% pour prendre toutes les décisions dans la société. Et donc, si on parle de la cession du contrôle, on a intérêt à avoir sécurisé le contrôle et à faire en sorte que le contrôle ne change pas de manière inopinée, ne change pas contre notre volonté. Imaginons notre société, licence 3, toujours la même. Vous êtes ici tous les actionnaires de la société, et donc, mes chers actionnaires, je vous rappelle que vous êtes quasiment tous des minoritaires. Il n'y a que, assis au premier rang, ces 6 actionnaires qui chacun ont 10% des actions. Et vous tous, vous avez quelques actions, je suis désolé pour vous, voilà, vous venez quand même à l'Assemblée, c'est la preuve de votre affectio societatis, mais voilà, ici donc on a les 6 actionnaires qui ensemble ont 60% des actions de la société. À eux 6, ils décident de beaucoup de choses dans la société. Par exemple, c'est eux qui prennent ensemble les décisions sur... parce qu'ils se mettent d'accord avant l'Assemblée qui nomme les administrateurs, merci, c'était 1112 du Code civil, parce qu'ils décident ensemble, avant l'Assemblée, qui ils veulent voir au conseil d'administration. Quand ils arrivent à l'Assemblée, vous votez, tous les 6, ensemble, dans le même sens. Ça veut dire que vous, derrière, je suis navré pour vous, mais comme à chaque fois vous tentez de vous proposer pour être, voilà, vous là-bas au fond, vous tentez d'être administrateur et ça ne marche pas parce qu'il y a toujours ce bloc-là qui fait précisément bloc et qui empêche votre désignation. Et puis, l'un d'entre vous a commencé à collecter auprès des différents minoritaires, à collecter des mandats ou à racheter des actions. Et l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, puisque vous êtes majoritairement des actionnaires de sexe féminin, et je vous rappelle que statistiquement, c'est une statistique que j'ai vue il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi il y a un silence de mort tout d'un coup, statistiquement, sur les étudiants en droit, eh bien, on a 2 étudiantes pour 1 étudiant. Je signale cette statistique au passage, elle est, je trouve, intéressante. En tous les cas, mais ici je vois que voilà, la statistique, il y a encore plus de filles que de garçons, mais quoi qu'il en soit, donc du coup dans mon exemple, c'est l'une d'entre vous, assise également au premier rang, c'est vous mademoiselle, donc vous collectez des actions et finalement les 40% de minoritaires, vous arrivez à l'Assemblée, vous avez quelques pourcents à vous, mais vous avez finalement pas loin de 40% de droits de vote parce que vous avez des mandats qui vous ont été donnés et finalement vous avez, eux ont peut-être 60% à eux 6, mais vous avez 40%. Si vous convainquiez 2 d'entre eux de vous vendre leurs actions ou de vous donner mandat, mais on va rester dans l'idée d'une vente puisqu'on parle de la vente, vous passeriez de 40% à 60% et vous pourriez débarquer les administrateurs. Là, je vous vois, vous vous êtes nommé au conseil d'administration. En plus, 5 filles et 1 garçon, vous ne respectez absolument pas la représentation équilibrée des sexes. Bref, c'est n'importe quoi. Vous allez donc, peut-être, si vous rachetiez les actions de 2 d'entre eux, vous pourriez détenir ou contrôler 60% des droits de vote. Si certains d'entre eux ne viennent pas à l'Assemblée, même vous pourriez faire un putsch parce que même avec vos 40%, vous avez le quorum et vous pourriez avoir la majorité par rapport à eux, même si certains d'entre eux ne sont pas venus. Vous rachetez 2 d'entre eux. Mais du coup, ça veut dire qu'à tout moment, vous 6, vous pouvez perdre vos postes d'actionnaires parce que si on propose à 2 d'entre vous un prix suffisamment élevé, les autres, vous n'aurez plus la majorité. Donc, en pratique, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on conclut un pacte d'associés, pacte d'actionnaires, on en a déjà parlé, contrat entre vous 6, qui dit quoi? Qui dit notamment qu'il y a un droit de préemption. C'est un autre des accords préalables qu'on peut rencontrer, un droit de préemption. Ça veut dire que vous vous interdisez de vendre à quelqu'un d'autre que l'un de vous 6 sans avoir, au préalable, proposé la vente
précisément aux signataires du pacte. Ça veut dire qu'aucun de vous 6 ne peut vendre ses actions directement à un tiers. Un tiers, ça veut dire un non-signataire du pacte. Vous devez, avant toute cession, vous devez proposer aux autres signataires de vendre. Ça veut dire que vous avez 60%, vous deux, là, je vous prends comme les maillons faibles du pacte, vous êtes celles qui risquez de vendre aux autres actionnaires, vous ne pouvez pas, en principe, contractuellement, vous avez l'obligation, avant de vendre, vous avez l'obligation de dire « on me propose de vendre, mais parce que le pacte m'y oblige, je vous propose, à vous 4 d'abord, d'acheter mes actions » avec des clauses qui vous diront à quelles conditions. Généralement, c'est dans les conditions de l'offre qui vous a été faite par le tiers. Et puis on peut ajouter en cas de désaccord sur le prix, on fait intervenir un expert. Mais voilà le genre de clause qu'on rencontre. Et ça permet d'éviter que, par surprise à la prochaine assemblée, tout d'un coup, eh bien, vous n'êtes plus 6, mais vous êtes seulement 4. Vous ne venez plus parce que vous avez tout vendu à l'autre bloc, et ça veut dire que vous n'allez plus être administrateur parce que la majorité ayant changé, la majorité va demander qu'on procède à la désignation, au remplacement d'autres, au remplacement des administrateurs. Et vous vous rappelez qu'on n'a pas besoin de le mettre à l'ordre du jour, on peut toujours proposer la révocation et le remplacement, même si ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Donc, après les pourparlers dont j'ai parlé, la clause de préemption, c'est quelque chose qu'on rencontre dans le pacte ou parfois dans les statuts. Mais imaginons que votre pacte a été conclu et que quand même, vous deux, vous avez vendu vos 20% aux autres actionnaires. Le pacte n'a pas été respecté. En principe, est-ce qu'on peut faire annuler cette cession? Oui? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui s'oppose à l'idée que la vente des 20% qui n'a pas respecté le pacte puisse être annulée? C'est pas dans les statuts, c'est un contrat entre vous 6. Mademoiselle, derrière? Le tiers achète les actions, mais au-delà de l'attente légitime de sécurité, quel est l'argument que le tiers... C'est vous, hein, les minoritaires, là, il faut vous défendre. Quel est l'argument que vous allez mettre en avant, monsieur? Vous n'étiez pas au courant du pacte, puisqu'il est conclu entre ces 6 actionnaires. Vous, vous êtes un tiers, et vous êtes un tiers de bonne foi. Donc, vous êtes présumé être de bonne foi. Votre accord, votre contrat d'acquisition est valable. Le fait que n'ait pas été respecté un autre contrat qui est le pacte d'actionnaires n'est pas une cause de nullité de votre contrat d'acquisition à vous. En fait, ça serait ça, hein, l'idée, ça serait de dire on pourrait faire annuler le contrat de vente des 20%, pour vous c'est un contrat d'acquisition, parce qu'il n'a pas respecté un autre contrat qui est le pacte d'actionnaires. Le droit de préférence, son non-respect par le tiers, n'est pas une cause de nullité si le tiers est de bonne foi, mais, et c'est la solution qui est désormais consacrée dans le Code civil à l'article 1123 par l'ordonnance du 10 février 2016, si jamais vous pouvez établir que le tiers, ici c'est ceux qui ont racheté les 20%, avaient connaissance du pacte et de votre intention de vous en prévaloir, eh bien, là, par exception, vous pourrez demander l'annulation de la vente des 20% ou votre substitution dans l'achat des 20%. C'est ce que disait la jurisprudence, c'est ce que dit désormais l'article 1123 du Code civil. Donc le droit de préemption, c'est une deuxième clause qu'on rencontre fréquemment dans les accords, dans les pactes, des fois dans les statuts. Si c'est dans les statuts, ça a un avantage, c'est que du coup, déjà la condition de connaissance, si vous êtes
actionnaire de la société, si c'est un pacte qui est dans les statuts, vous ne pouvez pas dire que vous ne le connaissez pas. Oui. Si le tiers n'est pas au courant et que l'acquisition qu'il a faite est inattaquable, la seule sanction que vous avez, c'est de demander des dommages et intérêts à ceux qui ont vendu sans respecter le pacte. Et ça peut être des dommages et intérêts importants parce que votre préjudice, c'est que vous avez perdu le contrôle de la société. Cette notion de contrôle, elle est importante, on aura l'occasion d'y revenir, mais elle désigne le fait de détenir ou d'avoir un droit sur suffisamment de droits de vote pour prendre les décisions, plutôt les décisions en assemblée générale ordinaire de la société. Donc c'est sûr que si vous avez plus de la moitié des droits de vote, vous avez le contrôle. Mais vous avez, c'est l'article L233-3 du Code de commerce, vous avez d'autres situations dans lesquelles vous êtes présumé avoir le contrôle, notamment si on voit que vous pouvez nommer la majorité des membres du conseil d'administration, on peut en déduire que vous avez le contrôle. Pour parler préemption, on a d'autres clauses qui souvent portent des noms assez étonnants. Et le genre de noms qui font que dans une réunion, si vous ne savez pas de quoi on parle, vous perdez assez vite le fil. Par exemple, voilà, c'est des situations vécues, quelqu'un va dire « mais est-ce qu'on a un drag ?» Est-ce qu'on a un drag? Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut draguer qui? Je ne comprends pas. Un drag, c'est quoi? Un drag, c'est une clause de drag along. On n'est pas obligé de l'appeler en anglais, mais si on veut commencer à la traduire, ça fait des noms plus longs. Drag along, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, to drag along, ça veut dire qu'on traîne, qu'on tire derrière soi, ou qu'on tire avec soi. Donc une clause de drag along, c'est une clause par laquelle on dit que si une personne vend ses actions, elle peut obliger les autres personnes tenues par la clause à vendre aussi leurs actions. En droit français, ça prend quelle forme? Ça ressemble à quoi? Un engagement de vendre ses actions si tel événement survient. C'est une promesse sous condition, l'événement conditionnel étant, ou la condition étant que un des actionnaires vend ses actions. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que c'est souvent un majoritaire qui va demander ça aux autres associés. On fait un pacte ensemble. Moi, je suis majoritaire, vous êtes minoritaire. Je vous reconnais certaines prérogatives. Par exemple, je dis que je vous reconnais le droit d'avoir 2 administrateurs au sein du conseil d'administration. Donc, même si vous êtes seulement minoritaire, je pourrai toujours voter contre vos administrateurs, mais non, je prends l'engagement que pour 2 administrateurs que vous me proposerez, je voterai pour que ce soit les personnes que vous proposez. Mais je veux une contrepartie, et cette contrepartie, c'est que le jour où je trouve quelqu'un qui me propose un très bon prix pour racheter mes actions, vous avez l'obligation, quand j'ai trouvé cette personne, de lui vendre aussi vos actions à un prix qui est soit, on va dire, le même que le mien, soit un prix qui est au minimum de temps, soit un prix qui sera fixé par un expert, mais on va prévoir cette clause. Cette clause, elle est très intéressante pour moi majoritaire parce qu'elle me permettra, le jour venu, de vendre mes actions à un bien meilleur prix parce que le tiers, il n'a pas envie de rentrer dans la société et de découvrir quand il ouvre la porte qu'il n'est pas chez lui, qu'en réalité, il y a plein de minoritaires qui courent partout à l'Assemblée et que ça va être l'enfer et qu'il va falloir vous racheter un par un. Vous avez tous 1, 2, 3 actions, vous représentez quelques pourcents, mais assez pour lui casser les pieds, assez peut-être pour bloquer certaines décisions. Alors
vous me direz, oui, mais attention, il y a l'abus de minorité. Oui, mais le tiers, il veut acheter 100% des actions de la société. Donc, c'est très important pour lui d'acheter 100%. Et vous comprenez que moi, qui ai 89% par exemple, et vous 11%, si je peux proposer au tiers de lui vendre directement les 100%, eh bien, c'est aussi bien. Et c'est sûr que si je dois aller voir chacun d'entre vous pour acheter vos actions avant de pouvoir vendre 100%, c'est là aussi contraignant. Si on a cette clause de drague longue, eh bien, c'est une bonne chose parce que ça me permet de négocier en même temps pour la vente de toutes nos actions. Donc, c'est la contrepartie. Vous aviez des administrateurs, mais la contrepartie, c'était cette clause. Autre forme de clause qu'on rencontre, et là aussi, c'est des promesses, c'est ce qu'on appelle la clause de tag along. Tag along, ça veut dire qu'on peut s'accrocher et suivre. Voilà. Tag along, c'est l'expression qu'on utiliserait pour dire qu'on suit, c'est un peu on s'incruste en réalité. Donc l'idée, c'est que les minoritaires, là c'est une clause qui a leur avantage, si moi majoritaire, je vends mes actions à un tiers, vous avez le droit d'obtenir un rachat aux mêmes conditions. Ça veut dire quoi? Alors, le tiers, il n'est pas lié par la clause. Le tiers, il est tiers, on ne le connaît pas encore. Mais ça veut dire que l'engagement que je prends, c'est que je ne vendrai mes actions qu'à quelqu'un qui s'engage à vous racheter aussi vos actions au même prix. C'est ça la clause de tag along. C'est pas vous êtes obligé de vendre, c'est si je vends mes actions, je les vends à quelqu'un qui doit vous offrir de vous racheter au même prix. Cette clause, elle est utile pour vous, clause de tag along, elle est utile pour vous parce qu'elle vous garantit que vous ne restez pas coincé dans la société. Imaginons que vous soyez très gentil et le tiers très méchant. Tout à l'heure, je disais la clause de drague longue, c'était pour éviter, vous êtes très méchant, le tiers est très gentil, vous allez lui casser les pieds pendant des années, il ne veut pas de minoritaire dans la société, l'avantage c'est qu'on lui vend 100% tout de suite, je vous oblige à vendre vos actions au tiers. La clause de tag along, c'est pour éviter que je vende à un méchant fonds d'investissement avec des avocats encore plus méchants et que moi j'ai vendu à un très bon prix parce que j'ai vendu le contrôle de la société, les 89%, et vous allez vous retrouver avec vos petits 11% et vous n'avez plus aucun pouvoir dans la société, elle ne distribuera plus jamais de dividendes parce que tout ce que veut le tiers qui a racheté mes 89%, c'est vous faire partir et il n'est pas pressé. D'accord, tant que vous êtes là, vous pouvez venir aux assemblées, vous pouvez venir protester que ceci, empêcher la prise de certaines décisions, mais il a le temps, il attendra. Lui, en attendant, il ferme le robinet, plus jamais de dividendes et il va progressivement racheter les actions de certains d'entre vous à un prix toujours plus bas. Mais voilà, ce genre de situation, dans le droit des sociétés cotées, il y a un moyen pour éviter ce genre de problème, c'est ce qu'on appelle, on en parlera, le mécanisme des offres publiques obligatoires. C'est l'obligation que fait la loi à celui qui prend le contrôle d'une société de racheter les actions des autres actionnaires. C'est la même idée. C'est pour éviter que la situation où vous êtes actionnaire minoritaire et le contrôle change. Donc vous n'êtes plus dans la même société qu'avant et la société ne fait plus ce que vous attendiez. Vous avez investi dans telle société parce que c'était telle personne qui l'a contrôlée. Le contrôle change. Dans les sociétés cotées, il y a une protection. C'est les OPA, OPE. On doit vous proposer de vous acheter ou de vous échanger vos actions contre des actions de la société qui achète. Dans les sociétés non cotées, il n'y a pas cette protection, sauf si vous l'avez prévu contractuellement.
Quelqu'un dit, est-ce qu'il y a dans ce cas un problème de non-contribution aux pertes? Non, je ne crois pas que ce soit un problème ici. Mais voilà, donc vous avez ce type de clauses, drag-along, tag-along, elles sont là pour gérer la situation des minoritaires. Quand la clause prend la forme d'une promesse, il y a toujours la problématique de l'exécution forcée en nature des promesses, dont vous savez, je ne fais que le mentionner ici, que cette problématique a été réglée par la réforme du droit des contrats, c'est l'article 1123 ou 1124, 1124, vous vous rappelez, qui nous dit que la révocation de la promesse n'empêche pas le bénéficiaire d'opter. Donc quand ça prend la forme d'une promesse unilatérale, vous n'avez plus cette jurisprudence de 1993 dite consort Cruz qui s'applique, qui faisait qu'on avait en principe droit qu'à des dommages et intérêts. Bien. Donc, pour parler préemption, promesse, tag-along, drag-along, autre point que j'évoque toujours sur la phase préalable, c'est les clauses d'agrément. Enfin, clauses, on les appelle clauses, mais des fois c'est la loi qui les prévoit. Dans la société en non collectif, par exemple, on vous donne une solution qui est radicale, on vous dit, les parts sociales. Donc la société en non collectif, c'est la société de personnes, celle où vraiment par excellence, c'est celle où les associés se connaissent tous, sont tous tenus indéfiniment et solidairement sur leur patrimoine. C'est vraiment la société où la personnalité des associés compte le plus. Donc on ne veut sûrement pas qu'un associé vende ses parts à n'importe qui sans l'accord des autres. Et on vous dit, les parts sociales, c'est l'article L221-13. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, d'accord? Les parts ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Donc, qu'on cède à un tiers ou qu'on cède entre associés, il faut que tous les associés donnent leur agrément. Et on ajoute, toute clause contraire est réputée non écrite, donc on comprend que c'est d'ordre public, c'est vraiment d'ordre public. Ça, c'est un agrément légal. Et la jurisprudence a dit il n'y a pas longtemps que si on ne respectait pas cet agrément, la sanction était non pas la nullité de la cession, mais l'inopposabilité de la cession à la société et aux autres associés. C'est un peu curieux. C'est un peu curieux parce que ça veut dire que la cession est valable, mais on ne peut pas demander qu'elle produise ses effets à la société. Donc quand vous arrivez à l'Assemblée en disant « Bonjour, je suis le nouvel associé », on vous empêche d'entrer, on vous ferme la porte. « Mais si, mais laissez-moi rentrer. Non, je veux voter mon droit de participer aux décisions collectives. » Mais bizarrement, vous avez acheté les parts. Et l'acte est valable, mais c'est inopposable à la société. Donc, quand vous achetez des parts d'une société ou des actions, toujours ce réflexe de vérifier si il y a dans la loi ou les statuts l'obligation d'obtenir l'agrément. Donc c'est une décision Chambre commerciale 16 mai 2018. Je l'ai commenté notamment sur mon blog. Ça, c'est la loi qui impose, et sans possibilité de réduire ou de déroger, c'est la loi qui impose ça. En revanche, si vous allez voir les sociétés par action, c'est l'article L228-23 qui nous intéresse. Et là, on nous dit quoi? On nous dit, dans une société dont les actions, pour faire simple, ne sont pas cotées en bourse. Dans une société cotée en bourse, pas de clause d'agrément possible. Et les entreprises qui régissent les bourses vous diront qu'elles ne veulent pas coter vos titres si jamais
vous avez une clause d'agrément dans vos statuts, parce que ça bloque toute opération. Donc, dans une société non cotée, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. Vous voyez la différence avec, donc c'est L228-23, vous voyez la différence avec la société en non collectif. Dans la société en non collectif, la loi dit il faut l'agrément de tous et la clause et toute clause contraire est réputée non écrite. Pour les sociétés par action, on vous dit simplement une clause des statuts peut exiger l'agrément de la société. Donc là, c'est une clause autorisée par la loi, mais qui n'est pas imposée et que les statuts peuvent prévoir. Alors, on s'est posé, mais ça, c'est plutôt au deuxième semestre qu'on le verra, on s'est posé des questions sur le champ d'application de ce type de clause. On nous dit que la cession peut être soumise à agrément. Est-ce que l'échange, est-ce que l'apport qu'on ferait des actions, la cession, ça doit être une vente, mais est-ce que d'autres opérations qui emportent transfert, est-ce que ces autres opérations sont soumises à agrément? Est-ce que le fait de démembrer la propriété de ces actions, je ne cède pas mes actions, je les garde, mais je transfère l'usufruit à une autre personne. Ça veut dire que la prochaine assemblée, c'est plus moi qui viens, c'est l'usufruitier pour voter sur certaines choses. Bon, moi, je peux toujours venir, puisque je reste associé, vous vous rappelez, je peux toujours participer à l'assemblée. Mais pour certaines décisions, c'est plus moi qui vote, c'est l'usufruitier. Est-ce que ces opérations sont soumises à l'agrément? La loi nous dit simplement toute cession. Il n'y a pas de réponse de principe de la jurisprudence. La réponse, ça serait il faut regarder comment est rédigée la clause d'agrément. Si la clause vise tout transfert, direct ou indirect, partiel ou total, et qu'elle mentionne en plus l'opération visée, là, il n'y aura pas de difficulté pour dire que la clause s'applique. Si la clause ne vise pas l'opération, c'est plus délicat. Il faudra convaincre le juge, éventuellement, que l'intention des parties était de viser aussi cette opération. Oui, notre clause ne vise que la cession, mais dans les statuts, on a plusieurs passages qui montrent bien que pour nous, c'est très important de garder le contrôle de la société et on le perd si s'il y a un usufruitier qui apparaît. Donc, Monsieur le juge, merci d'interpréter la clause et de dire qu'elle vise aussi le démembrement de propriété, même si la lettre de la clause ne vise pas cette opération. Il y a un argument qu'on peut utiliser contre ça, on en a déjà parlé, c'est la règle qui dit que les exceptions s'interprètent de manière stricte. Le principe, c'est la liberté de céder, l'exception, c'est la clause qui restreint la liberté de céder, comme la clause d'agrément. Donc, en principe, une clause d'agrément s'interprète de manière restrictive. L'un d'entre vous pose une question. Pourquoi, pour les sociétés en non collectif, si le texte dit que toute clause est réputée non écrite, la chambre commerciale retient la sanction de l'inopposabilité? Parce que le texte doit, me semble-t-il, être lu comme toute clause des statuts qui déroge à l'exigence légale d'agrément doit être réputée non écrite. Mais c'est vrai qu'on aurait pu utiliser ce texte pour dire que c'est les clauses de la cession qui sont réputées non écrites, du coup la cession n'est pas valable, mais ce n'est pas la solution qu'a retenue la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 16 mai
2018. Dernière clause que je mentionne dans les clauses préalables aussi, on peut rencontrer des clauses d'inaliénabilité. Donc des clauses d'inaliénabilité. Ces clauses devraient prévoir une durée qui, sans doute, ne doit pas aller beaucoup plus que les 10 ans qui sont prévus pour la SAS, par exemple, lorsque la loi le prévoit. Bien. Donc, ça, c'était encore une autre clause qu'on peut rencontrer, clause d'inaliénabilité. Là, on était dans la phase préalable à la cession. Maintenant, on va s'intéresser sur la cession elle-même. Et la cession elle-même, il y a plusieurs points là aussi à voir. Un point qu'on a déjà évoqué, c'est la question de l'application du droit de la vente. Il n'y a pas un régime spécifique, il y a l'application du droit de la vente qui, parfois, déçoit un peu les parties. Parce que le droit de la vente n'a pas été fait en 1804 avec en tête la possibilité qu'on cède des entreprises qui avaient la forme de société. Donc, ce n'est pas un droit qui est très adapté. Et voilà pourquoi la pratique tend à compléter ce droit, à l'améliorer avec des clauses contractuelles particulières. Un exemple de ces clauses, c'est la clause de garantie de passif. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Vous achetez 100% des actions d'une société. On applique le droit commun de la vente. Donc le bien que vous achetez, c'est quoi? C'est ce droit de créance particulier que constituent les actions de la société. Vous achetez 100%, vous achetez 10 000 actions d'une société. Vous avez acheté ces actions pour le droit de la vente. Vous venez d'acheter un bien incorporel qui sont donc ces 10 000 actions de telle société. Le droit de la vente vous protège, sans doute, dans certains cas. Exemple, la veille de l'acquisition, la société a été dissoute et, imaginons, ça semble peu possible, mais sa liquidation a été clôturée. Donc, il n'y a plus de société le jour où vous signez l'acte d'acquisition. On va vous dire que vous êtes en train d'acheter des biens qui n'existent plus, puisque vous achetez 10 000 actions d'une société qui n'a plus d'élège, parce que vous achetez, ou le droit des contrats pourrait vous protéger, le droit général des contrats, puisque vous êtes en train, vous avez une obligation de payer un prix, mais en face, il n'y a pas d'obligation, personne ne va transférer la propriété d'actions qui n'existent plus. Mais, imaginons une autre situation, la société que vous achetez, vous ne le saviez pas, mais elle s'est lancée dans le commerce d'un engrais particulièrement ou d'un désherbant particulièrement toxique. On ne savait pas qu'il était toxique, ou du moins on ne savait pas qu'il était si toxique que cela, et on découvre aujourd'hui que les ventes qui ont été faites il y a 2 ans ont causé de nombreuses maladies aux personnes qui ont acheté le désherbant en question. Ça, vous savez quand vous achetez que la société a eu plusieurs activités agricoles, mais vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir qu'elle a ce préjudice, qu'elle a cette dette, si vous voulez, latente, qui n'existe pas, enfin qui n'est pas encore révélée, plus exactement. Et donc, quand vous achetez la société, vous découvrirez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, que la société doit indemniser toute une série de clients pour cette opération qui a été faite il y a longtemps. Ça, le droit de la vente ne vous protège pas ou très mal contre ce type de choses parce que vous avez acheté quoi? Vous n'avez pas acheté, pour le droit de la vente, vous n'avez pas acheté le droit de ne pas avoir à réparer cette dette-là. Vous avez acheté des actions d'une société. Et les actions d'une société, je suis désolé, mais
vous les avez achetées, elles vous ont été vendues. Certes, la société n'est pas comme vous le pensiez, mais le droit de la vente ne peut pas grand-chose de plus pour vous. Vous avez reçu vos actions. Alors, on a quand même quelques moyens, par exemple, la réticence dolosive. Celui qui vous vend savait qu'il y aurait ce problème et ne vous en a pas parlé et vous ne pouviez pas légitimement le savoir. Vous pourrez lui demander des dommages-intérêts, vous pourrez peut-être même faire annuler l'opération. Mais avec les limites et les exigences particulières de ce type d'action. La pratique, dans ce genre d'opération, préfère se prémunir par des clauses particulières comme ce que l'on appelle, au sens large, les clauses de garantie de passif. Le terme qu'on entend souvent, c'est les GAP, G-A-P, garantie d'actifs et de passifs. C'est des clauses par lesquelles le cédant garantit au cessionnaire, donc le vendeur garantit à l'acheteur, que la société a tel actif et a tel passif. On va par exemple vous dire que la société a l'actif tel que à l'inventaire et dans ses comptes et a le passif tel que dans ses comptes. Si on découvre une dette qui n'était pas comptabilisée, qui n'était même pas provisionnée, si on découvre une dette surprise, mais qui a une origine antérieure à la cession, exemple, mes clients malades qui font une action en responsabilité contre la société, mais pour une vente qui est antérieure à mon acquisition des actions de la société, la clause va dire la chose suivante, elle va dire que pour tout passif antérieur, mais qui se révèle postérieurement, je peux demander au vendeur de m'indemniser ou d'indemniser la société. Il y a plusieurs types de clauses concevables. Je peux demander au vendeur de m'indemniser ou d'indemniser la société. Par exemple, s'il y a pour 1 million d'euros de dommages et intérêts qui sont demandés à la société en justice et elle est condamnée à payer 1 million d'euros à ses anciens clients, eh bien ce million d'euros, soit moi, acheteur, soit la société, pouvons en demander réparation au vendeur parce qu'il a pris cette garantie. Ça, c'est une clause de garantie de passif. Ce n'est pas obligatoire de mettre ce type de clause, mais dès qu'une opération est importante, on va se poser la question de ce type de clause. Des avocats, des fois, se voient reprocher de ne pas avoir proposé à leurs clients qui achètent une entreprise d'avoir ce type de clause. Et quand on commence à parler en pratique de ce type de clause, on va négocier beaucoup sur le contenu de la clause. Si vous êtes le vendeur, est-ce que vous voulez une clause importante? Non. Donc vous allez essayer de la raboter de tous les côtés. Vous allez dire que la clause, elle n'a qu'une durée limitée. On ne peut mettre en œuvre la clause que pendant 1 an ou pendant 6 mois. Mais moi, si je suis l'acheteur, je dis oui, 6 mois, pas de problème, mais je mets 6 mois dans la négociation. Quand on a des allers-retours dans notre projet de garantie, je mets 6 mois, même 3 mois si vous voulez, d'accord, mais 3 mois à compter de la découverte du problème. Alors vous allez dire, bon, d'accord, mais dans 2 ans, vous ne pouvez plus rien nous demander. Et puis, vous allez essayer, vous vendeurs, d'obtenir des exclusions de garantie. Par exemple, vous savez qu'on a, voilà, quelqu'un dit le préjudice pour l'image de la société. Vous savez qu'il y a le problème avec ces histoires d'engrais qui ont été vendus. Vous préférez, vous savez que ça risque, pour parler poliment, de péter un jour. Donc, quand on discute ensemble, vous dites, on sait qu'il y a ce problème. C'est les vendeurs qui parlent. Vous dites, on sait qu'il y a ce problème, on vous en parle, à vous acheteurs.
Peut-être que vous allez proposer un prix inférieur, mais on va dire que dans la garantie, on va prévoir une clause qui dit expressément que la garantie ne joue pas pour les possibles litiges liés au désherbant AZ, je ne sais pas quoi. On va exclure la garantie pour cela. Mais ça fait partie de la négociation et ça veut dire qu'en contrepartie, moi, acheteur, je dis très bien, la garantie ne joue pas, mais comme il y a ce risque et que ce risque, j'aurai à le supporter le jour où il se réalisera, dans ce cas-là, moi, eh bien, je ne vous propose pas 1 000 € par action, mais seulement 800 € par action. Bon. Là, on est en train d'arriver dans la session à une autre question, qui est la question du prix. La question du prix, on est dans un contrat de vente. On est dans un contrat de vente, donc le prix est librement fixé par les parties. Le prix est librement fixé par les parties, mais on peut l'encadrer. Il y aurait plein de choses à dire sur l'évaluation des actions d'une société. On a le cours de bourse quand la société est cotée, qui a un moyen d'évaluer le prix, mais on voit que ce cours peut beaucoup bouger. Il n'y a pas de règles. L'administration fiscale a une série de règles ou de principes pour vous dire comment évaluer, mais la loi ne vous dit pas comment on évalue. Le prix, il est déterminé librement par les parties. Mais les parties peuvent, par une clause, prévoir un encadrement au prix et prévoir que le prix, il est au minimum de temps où il est déterminé suivant telle méthode de calcul, où on peut prévoir aussi, ce qui est fréquent en pratique, que en cas de désaccord des parties, le prix est fixé par un tiers qui a un expert. Et vous avez un texte en particulier dont on a pas mal parlé ces dernières années, qui est l'article 1843-4 du Code civil, qui est un texte qui est applicable à toutes les sociétés et qui vous dit que lorsqu'une cession ou un rachat est prévu, en cas de désaccord entre les parties, le prix est fixé par un expert désigné par les parties, ou si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, désigné par le juge. Oui, 1843-4. Ça veut dire qu'en principe, le prix, c'est l'accord des parties. Je voudrais vendre mes 4% d'actions de notre société. Je discute avec certains d'entre vous. Il n'y a pas de clause qui m'oblige à proposer à tout le monde. Il n'y a pas de clause d'agrément. On se met d'accord. 4%, c'est 400 actions de la société. 1 000 € l'action. On s'est mis d'accord. Vous avez fait évaluer par un expert comptable que vous connaissiez. Moi, c'est un prix qui me semble correct ou qui me semble intéressant. Donc 400 000 €, mais c'est mon activité depuis longtemps d'être actionnaire de cette société. Donc voilà, on s'est mis d'accord et les choses s'arrêtent là. L'accord des parties, c'est un contrat de vente, le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur le prix. Autre situation, j'ai 4%, mais vous avez découvert que j'ai monté une boîte concurrente. Dans les statuts, il y a une clause qui interdit à un actionnaire d'exercer une activité concurrente. Il y a une clause d'exclusion, c'est-à-dire que l'Assemblée se réunit et décide que l'actionnaire Dondero doit vendre ses actions, il doit être exclu. Donc je vends mes actions, mais je les vends sous la contrainte. Si nos statuts disent simplement que si un actionnaire est exclu, il doit vendre ses actions. Ça veut dire que les vendre à quel prix? Si on n'a rien dit,
c'est au prix sur lequel on va se mettre d'accord. Donc moi, mes actions, vous avez toujours votre expert comptable là qui donne une valorisation de 400 000 euros. Ouais, mais moi, 400 000 euros, non, je pense que ça vaut beaucoup plus, et même beaucoup, beaucoup plus. Je pense même que ça vaut 10 fois plus. Vous vous dites, mais ça ne va pas à la tête, on ne va pas payer 4 millions, ce qui vaut 400 000 euros. Mais moi, je ne donne pas mon accord à la cession si on ne me paye pas le prix que je veux recevoir. Et en droit de la vente, vous ne pouvez pas former la vente si on n'est pas d'accord sur la chose et sur le prix. Si on s'arrête là, la clause d'exclusion, elle ne marche pas. C'est pour ça que dans les statuts ou dans la loi, on vous dit dans ce genre de situation que, en cas d'exclusion, l'associé exclu doit vendre ses actions à un prix qui est soit celui avec lequel il se met d'accord, enfin, qui est soit un prix qui rencontre l'accord de l'exclu et de ceux qui le rachètent, soit à un prix fixé par un expert. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que vous votez mon exclusion, très bien, je vais vendre mes actions, vous me proposez 400 000, moi je veux 4 millions, on n'est pas d'accord et on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Le juge, on n'est peut-être même pas d'accord sur quel expert, mais le juge va nommer un expert qui est souvent c'est un expert comptable en réalité. Le juge va nommer un expert chargé de déterminer la valeur. Donc l'expert va regarder ce que valent, alors il va utiliser toute une série de paramètres, les comptes de la société, mais pas seulement, il va regarder quelle est la valeur de marché des actions que je détiens dans la société. 4% des actions de la société, il va peut-être faire une valorisation de 100% de la société et il va peut-être considérer que 4%, ça ne vaut pas 100%, ça vaut pas 1% multiplié, enfin 100% divisé par 100 multiplié par 4, il va peut-être considérer que ça vaut un peu moins parce qu'avec les 4%, je n'ai pas de prérogatives utiles dans la société. Par contre, si je devais vendre 51%, il y aurait une prime de contrôle parce que si je vends 51%, eh bien, celui qui reçoit les 51% peut maintenant prendre les décisions en assemblée générale ordinaire, peut nommer les administrateurs. Ça veut dire que ça vaut plus que 1%, plus 1%, plus 1%, jusqu'à ce qu'on arrive à 51%. Et ça veut dire que les 2% qui permettent de passer à quelqu'un, qui permettent à quelqu'un de passer de 49 à 51%, valent beaucoup plus que les 2% qui permettent à quelqu'un de passer de 0 à 2%. Ou, remarquez, passer de 0 à 2%, ça vaut déjà quelque chose. On entre dans la société, on peut commencer à voir ce qui s'y passe. Mais en tous les cas, le prix peut être fixé par expert lorsque les parties ne s'entendent pas, mais encore faut-il que la loi ou les statuts permettent cette intervention de l'expert pendant des années. Alors, quels sont les cas où la loi renvoie à l'article 1843-4 ? Le texte dit dans tous les cas où est prévue la cession ou le rachat, du moins c'était la rédaction initiale du texte, c'est quand la loi ou les statuts ou un pacte ou une convention renvoie au texte que le texte trouve à s'appliquer. Exemple, lorsqu'on vous dit, vous vous rappelez donc de la clause d'agrément dans les sociétés par action. Si je veux vendre mes actions à quelqu'un et qu'il n'a pas l'agrément, il est prévu que la société doit racheter ou faire racheter mes actions. Je voulais vendre à un tiers, mais vous avez refusé d'agréer ce tiers. Dans les sociétés par action, c'est L228-23 qui prévoit ça, dans les sociétés par action, eh bien, on ne veut pas que l'actionnaire reste prisonnier de ses titres. Donc, la loi prévoit que, en cas de refus d'agrément, il y a une obligation faite à la société de racheter ou faire racheter les actions de celui qui veut céder. Ce rachat, si on n'arrive pas à se mettre d'accord,
eh bien, il se fait à un prix, nous dit le texte, déterminé par l'expert de l'article 1843-4. Les statuts ou une convention peuvent déjà dire à quel prix se fait le rachat. Exemple, les statuts peuvent dire qu'en cas d'exclusion, le rachat des actions se fait à la valeur nominale ou se fait à la valeur moyenne des dernières opérations constatées par l'Assemblée. Ça, c'est possible de le faire, parce qu'en droit de la vente, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous mettre d'accord sur le prix auquel vous vendrez votre bien. Mais pendant quelques années, la Cour de cassation avait une jurisprudence assez étonnante, où elle décidait que même quand on avait prévu un prix de sortie, on avait toujours le droit d'aller chercher l'expert de l'article 1843-4. C'est notamment l'un des arrêts les plus marquants, c'était un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mai 2009. La Cour de cassation disait ça, et c'était une solution qui était critiquée par une partie de la doctrine, critiquée de manière assez vive, parce qu'on trouvait que c'était une atteinte à la force obligatoire des contrats. Vous dites dans les statuts qu'en cas d'exclusion ou en cas de rachat, on sort à tel prix, et on va vous dire, ah ben non, finalement, c'est pas le prix qui était convenu qui s'applique, c'est un prix que donnera un expert qu'on peut aller chercher. Bon. Ça voulait dire que celui qui était exclu, par exemple, pouvait toujours casser les pieds en faisant traîner les choses, en demandant l'intervention d'un expert parce que le prix qui avait été prévu ne le satisfaisait pas. Alors vous allez dire, mais oui, mais des fois le prix prévu est plus bas que la valeur réelle, mais on peut vous répondre, oui, mais si on s'est mis d'accord là-dessus, il faut appliquer l'engagement contractuel qui a été pris. Au bout d'un moment, cette jurisprudence a fini par susciter une réaction du législateur, et une loi de janvier 2014 a autorisé le gouvernement à prendre une ordonnance, qui est une ordonnance du 31 juillet 2014, donc c'était la loi du 2 janvier 2014, qui a autorisé le gouvernement à prendre une ordonnance du 31 juillet 2014, qui a modifié l'article 1843-4, je vais passer des questions sur les frais de l'expertise de fixation du prix. Donc, l'ordonnance a modifié l'article 1843-4 pour qu'on comprenne clairement, et à la lecture du texte aujourd'hui, c'est particulièrement clair. 1843-4 vous dit la chose suivante, vous dit que l'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Donc, les choses sont dites clairement. Alors, sur les frais, le texte ne donne pas de réponse particulière, mais j'avoue que je n'ai pas d'indication, je ne crois pas que la jurisprudence l'ait précisé. Bon, je trouverai la réponse pour notre prochaine séance. Sur la question donc de l'expertise 1843-4, l'ordonnance est venue modifier le texte. Au mois de mars 2014, la Cour de cassation avait fait une sorte, ce qu'on peut appeler un revirement par anticipation,
C'était un arrêt qui est dans votre fiche de travaux dirigés du 11 mars 2014. Vous le trouvez aussi sur mon blog, parce que c'était vraiment une décision importante. Chambre commerciale, 11 mars 2014. La Cour de cassation était venue dire que l'expertise 1843-4 n'avait pas lieu d'être lorsque les parties avaient librement convenu du prix de cession. Donc pour une promesse où les parties s'étaient mises d'accord sur le prix, il n'y avait pas à faire intervenir l'expert. Si on a écrit dans les statuts que le prix, en cas d'exclusion, c'est la valeur nominale ou que le prix c'est de 100 € la part, normalement l'expert il n'a pas à intervenir. Ou s'il intervient, ce sera pour dire le prix c'est la valeur nominale ou c'est 100 € la part. En tous les cas, on comprend que c'est utile cette institution quand les parties ne se sont pas mises d'accord et n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais quand elles se mettent d'accord ou quand elles sont déjà liées par une clause qu'elles ont acceptée, on peut penser que l'expert n'a pas sa place. Voilà. Si on a déjà donné son accord, si on s'est déjà engagé, on ne devrait pas obtenir la désignation d'un expert. Vous allez dire, mais des fois c'est injuste parce on est exclu et on doit vendre à quelque chose qui est peut-être à un prix qui est peut-être très inférieur à la valeur réelle. D'accord, mais dans ce cas-là, il y a d'autres causes de nullité, par exemple l'annulation de la cession pour vileté du prix. Mais c'est autre chose, c'est pas de dire que le prix qu'on avait prévu initialement, on a le choix entre respecter ce prix ou faire venir un expert. Si on a pris un engagement, il faut le respecter. Dernier point sur les cessions, on pourra évoquer, si vous voulez, en début de séance prochaine, si vous avez des questions qui vous viennent, on y reviendra. Dernier point sur la cession. Donc, j'ai déjà parlé des clauses de garantie de passif. Ces clauses posent toute une série de questions, mais c'est plus des questions d'ordre contractuel que des questions de pur droit des sociétés. Question, par exemple, que la jurisprudence a tranché par une décision qui est dans votre fiche de travaux dirigés, qui a un arrêt du 10 juillet 2007, un arrêt déjà un petit peu ancien. Imaginons que je demande une garantie de passif, donc je demande que vous me fassiez, vous me vendez les actions de votre société, je sais qu'il y a un risque important que la société soit assignée dans quelques années. Je le sais que ce risque existe. On peut dire que je suis de mauvaise foi, je suis informé du risque. Mais je vous demande de me garantir que ce risque n'existe pas. Je vous demande, si ce risque se réalise, l'engagement, le versement d'une somme d'argent. Est-ce que cette mauvaise foi que j'ai est de nature à m'empêcher, le jour où je voudrais invoquer la clause, est-ce que ça paralyse mon droit de demander l'exécution de la clause de garantie? La question se pose avec encore plus d'acuité si vous qui avez donné la garantie, vous étiez de bonne foi. Vous garantissez quelque chose. Dans l'arrêt dit des maréchaux, c'est l'arrêt du 10 juillet 2007, vous avez les petits actionnaires d'une société qui exploite une discothèque qui vendent leurs actions à l'actionnaire majoritaire, qui lui sait très bien, à la différence d'eux, comment la discothèque est gérée. Et il sait qu'il y a un système de paiement en espèces qui intervient. Paiement en espèces qui va entraîner des conséquences fiscales, et donc il y a un risque fiscal pour la société. Et il demande aux minoritaires de garantir « j'achète vos actions, mais si jamais la société fait l'objet d'un contrôle fiscal, notamment parce qu'il y a des paiements en espèces, vous devrez me verser une somme d'argent pour m'indemniser. » Oui.
il y a un dol, il y a une asymétrie d'information. Parce que moi, je sais qu'il y a ce risque, et vous, les minoritaires, vous ne le savez pas. Mais la sanction qui est retenue par cet arrêt, ce n'est pas l'interdiction. La question n'était pas posée en matière de dol, c'était posée en matière de mauvaise foi. Est-ce que moi qui ai obtenu cette garantie en étant de mauvaise foi, est-ce que je me trouve interdit de m'en prévaloir? Réponse de la Cour de cassation, non. J'ai le droit de m'en prévaloir, mais si je le fais de manière déloyale, je m'expose à des sanctions qui seront notamment des dommages-intérêts. Mais ma déloyauté ne m'interdit pas d'invoquer, ça ne fait pas disparaître mon droit. Ça peut entraîner des sanctions, mais ça ne fait pas disparaître mon droit. Oui ? Peut-être parce que ça les aurait obligés de demander l'annulation complète de la cession et qu'ils ne voulaient pas rendre le prix, peut-être parce que c'était plus simple. J'ai pas relu le détail de l'arrêt, mais peut-être parce que c'était plus simple pour eux, peut-être tout simplement parce qu'on leur demandait de payer et ils se sont contentés de défendre en disant mauvaise foi. Et c'est vrai qu'ils auraient pu aussi demander non pas l'annulation de l'opération, mais demander tout simplement des dommages-intérêts pour réticence de l'OSIF, parce qu'on ne leur a pas donné une information que seul le majoritaire avait. Bien, donc on a été un peu plus long que ce que je pensais, mais on a quand même vu la plupart des problématiques. Donc il nous reste à voir le dernier droit de l'associé, qui est le droit de ne pas céder, c'est-à-dire les clauses d'exclusion et d'éviction. Et on voit ça donc dès lundi prochain. Merci, chers amis. Merci à vous aussi.